Bonjour, Bonjour, Jean-François, bonjour. ça va? Oui, vous m'entendez bien? Ouais, moi je t'entends bien. Super. Bon, tu vas recevoir ton invitation, Isabelle, pour Rennes. Ouais, j'ai vu ça. J'ai Hein? vu ça, Tu avais deux merci. invites. J'avais deux invitations, je savais pas si tu avais prévu d'y aller ou pas. Non, j'ai pas trop prévu d'y aller, mais tu sais que j'avais une collègue qui voulait y aller, donc je vais peut-être changer le nom. Ouais, Je pense qu'on peut changer le nom de l'invitation. C'est pas nominatif. Enfin, si c'est je nominatif, sais mais pas on après. peut peut-être Ouais. changer. Je sais pas. Nous, on a dû donner les noms et tout ça. Hein. Ah d'accord. Ouais, mais sur le lien de l'invitation, après, j'ai accès à un profil visiteur. D'accord, ok, nickel. Bon, je vais voir, de toute façon. Oui, usurpation d'identité, fais attention. Oui. Pour le learning show, dis donc. On prend Euh, des risques. Bonjour Mariana, est-ce que tu m'entends? Ok. Mariana est connectée. Oui. Faut Elle a peut-être son qu'elle micro. active son micro. Et bonjour Marie. Alors, vous pouvez prendre la parole uniquement par le chat. Donc vous avez deux chats, un public ou un animateur. Et hop, je vais juste ici. Le chat est ici. Hop. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Clarisse. Voilà, il faut peut-être voir avec Mariana qu'elle puisse activer son micro. Oui, parce que normalement. Alors pour activer le micro, il faut regarder en haut et il y a l'icône du micro, option audio. Et en cliquant dessus, tu auras activé diffuser la voix en haut à gauche. Ah, le micro est activé. Ok. Oui, je crois qu'on entend, Mariana. Ah, très bien. Bonjour. Ok, super. Alors, je vais activer le paramétrage du chat parce qu'a priori, alors par défaut, chat public, voilà, ok. Vous pouvez maintenant, merci Marie pour l'information. Par défaut, il n'est pas activé, donc vous pouvez utiliser maintenant le chat public. Ok, bonjour à Clarisse et Jean-Philippe aussi qui viennent de se connecter. Voilà, Mariana, si tu as une webcam, tu peux aussi l'activer. Je pense que on pourra aussi avoir la vidéo. Alors, laisse-moi voir comment ça marche. Donc de la même manière, c'est juste à côté du micro. Tu fais diffuser la vidéo. Et donc ensuite, on pourra commencer la classe virtuelle d'aujourd'hui.
Oui, Mariana, tu as une webcam ou... Voilà, Super. super. Génial. Ça marche, ouais. C'est bloqué en fait. Je devrais les changer. Alors, on peut commencer? Vous voulez attendre? Comment est-ce qu'on Je fait? pense Alors, qu'on va on va démarrer, Mariana. Je vais juste redonner un petit peu les règles du jeu. On va travailler en trois temps, en fait. Bon, Isabelle va faire un petit rappel sur l'atelier du formateur et qui nous sommes. Ensuite, moi, j'ai préparé une approche un petit peu générale sur ce que sont les learning analytics, à quoi ça peut servir, etc. Et ensuite, dans un troisième temps, on te passera la main pour que tu puisses nous montrer une téléboard et voilà à quoi ça peut servir et comment ça peut se présenter. Voilà le programme de cette heure de midi et je vous remercie à tous d'être là. Isabelle, du coup, je te laisse lancer le sujet aujourd'hui et puis j'enchaînerai moi sur la partie plus info générale. D'accord, je Alors, te laisse je vais être obligé de couper ma enregistrer. webcam parce que oui, normalement, j'ai déclenché l'enregistrement. Ouais, c'est bon, il est en cours. C'est en J'avais cours. programmé Ok, ça. bon bah Ouais. parfait. Donc bonjour à tous et bien sûr merci d'être présents aujourd'hui pour une classe virtuelle de l'atelier du formateur. Donc pour ceux qui débutent sur leur participation, donc l'atelier du formateur, c'est un site qui est vraiment à destination des formateurs pour vous maintenir en veille, pour donner des éléments d'information, de formation sur le digital learning. Et donc on essaie de mettre des thématiques actuelles, des thématiques qui interrogent, et notamment celles des learning analytics là qui sont vraiment un thème très actuel, très à la mode, et qui font poser beaucoup de questions, notamment sur l'utilisation des données apprenants. Donc on a nos deux experts aujourd'hui qui vont nous expliquer tout ça. Donc pour ma part, je travaille avec Jean-François Lecloarec depuis quelques années déjà sur ce site. On a chacun nos activités de consultants sur le digital learning en entreprise, en centre de formation. Moi sur la partie ingénierie et Jean-François plus sur également la partie technique. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir notre invitée, Mariana Lima Robson, qui va nous parler d'un outil qui permet de gérer ces données apprenants et en général toutes les données d'une plateforme de formation à distance. Voilà, donc Jean-François, Mariana, je vous laisse la parole. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Isabelle. Alors, je vais reprendre l'écran. Alors, moi, je vais intervenir vraiment de manière assez générale sur cette notion de learning analytics. Alors, petit focus, en fait, ou petit point sur finalement comment est-ce qu'on est passé, moi, ce que j'ai appelé des traces au data, et je suis revenu un petit peu en arrière maintenant sur la partie présentielle. Et finalement, cette notion de trace, on l'avait déjà lorsque l'on travaillait en mode présentiel, puisqu'on avait des listes d'appels, des émargements. Hop, juste un message, peut-être que... Oui, ok, très bien. Oui, posez vos questions dans le chat, j'essaierai de les suivre d'un. Voilà, donc en présentiel, on a déjà finalement un certain nombre de traces qui existent. On a des listes d'émargements, des listes d'appels. On procède bien évidemment à des évaluations et on a des rapports finalement, notamment dans le domaine de la formation initiale, qui sont constitués par exemple par les bulletins de notes, qui sont des rapports d'activité sur les évaluations. Et puis, si on se penche d'un côté sur la partie formation continue, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que régulièrement, on procède également à des bilans de formation qui vont permettre de collecter un certain nombre d'éléments nous permettant de travailler en fait sur les futures sessions, sur l'amélioration de nos dispositifs. En fait, là où les choses ont un petit peu changé aujourd'hui, c'est que on met maintenant, ou très souvent, on peut consolider en fait un certain nombre d'informations au sein de plateformes de formation. Et ces plateformes de formation, elles vont nous permettre en fait de gérer une partie de ce qui est réalisé, cette fois-ci non plus en présentiel, mais en distanciel. Dès lors, on ouvre la porte à de nouveaux éléments. Alors, j'en ai listé quelques-uns.
Mon intervention n'est certainement pas exhaustive et vous en trouverez d'autres, mais j'essaie d'en identifier quelques-uns. Première chose, c'est un petit peu le caractère multimodal des traces que l'on laisse. Aujourd'hui ou jusqu'alors, eh c'était peut-être une signature, une note, un score. On était sur des choses assez classiques. Aujourd'hui, lorsque l'on laisse des traces sur Internet, de manière générale et particulièrement dans le domaine de la formation, ça peut être bien sûr des temps de présence, ce qu'on appelle des temps de connexion ou ce qu'on appelle des logs, mais également ça peut être des commentaires, ça peut être des vidéos, ça peut être des fichiers son, ça peut être tout un panel finalement de traces que l'on laisse au cours de notre activité de formation et qu'il est aujourd'hui possible de suivre au sein notamment de ces fameuses plateformes de formation. Donc ces enregistrements se font sur des plateformes, alors deux types d'enregistrements, des enregistrements assez classiques, mais la particularité de ces plateformes, c'est qu'elles sont capables également de communiquer les unes vis-à-vis des autres ou de communiquer avec d'autres outils via des normes. Alors, je vais en citer deux que vous connaissez peut-être, qui sont la norme SCORM et plus récemment la norme XAPI, et qui vont, par exemple, vous permettre d'identifier le temps passé par un apprenant sur une activité pédagogique, ou de savoir s'il a visionné ou pas une vidéo sur YouTube, par exemple. Ça, c'est des choses que les plateformes, aujourd'hui, sont en mesure d'enregistrer, de capter, et ce qui permet de sortir des datas, alors, au singulier, je sais pas si, au féminin, je sais pas si c'est féminin ou masculin, mais en tout cas, c'est souvent au pluriel, des datas qui sont individuelles et collectives, c'est-à-dire qu'on va travailler à la fois, on va pouvoir travailler à la fois au niveau de l'individu, de pouvoir ajuster les choses et de prendre en compte ses statistiques personnelles, et puis également des statistiques plus collectives au sein d'un groupe, au sein d'un établissement. On peut le faire également au sein d'un collectif qui s'exprimerait au niveau géographique, par exemple. Donc tous ces éléments-là vont pouvoir être traités grâce au stockage que l'on a dans les plateformes. Donc ça, et on verra un exemple tout à l'heure avec Mariana sur un outil qui permet de verrer un petit peu la variété en fait de ce qu'il est possible de tracer et de compiler au niveau des traces que l'on laisse sur Internet. Alors la deuxième question que je me suis posée, une fois qu'on a identifié un petit peu le type de traces et pourquoi finalement elles sont de plus en plus nombreuses, c'est un petit peu de se poser la question de finalement toutes ces datas que l'on a, pour qui sont-elles, à qui est-ce qu'elles vont s'adresser, et puis surtout quels usages est-ce qu'on va pouvoir essayer d'en faire. Alors j'ai segmenté en trois catégories d'intervenants dans les process de formation. Bien évidemment, le premier intervenant si on n'a pas de formation, c'est l'apprenant. Donc l'apprenant, lorsqu'il va pouvoir utiliser ces datas, il va pouvoir mesurer sa progression. C'est-à-dire que au sein de ces plateformes, on va pouvoir avoir une échelle de temps, une échelle d'avancement dans les différents niveaux de formation. Alors aujourd'hui, ça va se mesurer par exemple par des pourcentages de réussite à des quiz. Vous avez certainement également entendu parler des badges, par exemple, qui permettent de baliser la progression d'un apprenant dans un cursus plus large. Donc ces éléments-là vont être un petit peu un guide pour l'apprenant, et vous savez que lorsque l'on peut suivre sa progression, eh bien c'est également plus efficace en matière de formation, parce que ça donne à l'apprenant des perspectives, et donc ça lui permet de savoir comment est-ce qu'il se positionne vis-à-vis de sa formation pour améliorer finalement le process d'apprentissage. Le deuxième temps, ou la deuxième chose, c'est la possibilité également pour l'apprenant, non plus de mesurer, mais finalement de visualiser aussi ses apprentissages. Très souvent, les datas que l'on a ne vont pas être prises une par une, mais on va pouvoir dresser ce qu'on appelle des tableaux de bord ou des rapports d'activité qui nous permettent de consolider en fait l'ensemble des informations et d'avoir une visualisation complète du process d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement mettre en exergue un chiffre ou un temps de connexion ou
qu'est-ce qu'on peut avoir, un échec ou une réussite, par exemple, vis-à-vis d'un quiz. Mais on va avoir en fait un ensemble de tableaux de bord qui va donner de la perspective et de la profondeur à l'apprentissage pour pouvoir mettre en évidence toute la partie statistique. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce sont des ressorts sur lesquels on peut jouer, bien sûr, au niveau des apprentissages, mais ce sont des ressorts que vous retrouvez, par exemple, dans les jeux vidéo. Et les jeux vidéo ont la propriété d'aller chercher un côté un petit peu addictif, et on retrouve ces logiques de tableau de bord, de tableaux statistiques qui vont permettre de visualiser globalement les apprentissages que l'on est en train de suivre. Et puis un autre élément qui me paraissait assez intéressant, c'est également la possibilité de se confronter à ses pairs. Là aussi, c'est un ressort de jeu. Vous savez que les jeux vidéo sont de plus en plus multijoueurs et en ligne. Et des choses que moi je peux observer auprès de mes enfants lorsqu'ils font des petits concours, eh bien c'est qu'ils aiment bien confronter leurs résultats, la vitesse en fait à laquelle ils ont réalisé un parcours par exemple avec leurs amis, et ils partagent en fait ces résultats. Et on peut, grâce aux data qui sont collectées sur ces plateformes, eh bien là aussi jouer sur cette confrontation, alors pas nécessairement dans la compétition, mais simplement sur un ensemble d'éléments pour aider finalement l'apprenant à se situer vis-à-vis des pairs. Donc ça, ce sont quelques pistes pour l'apprenant, mais vous connaissez l'addiction que provoquent les jeux vidéo. Et bien finalement, les datas sont aussi pour l'apprenant une manière de le motiver et de faire en sorte qu'il revienne le plus fréquemment possible sur son process d'apprentissage et qu'il puisse identifier au travers de ces datas la manière dont il va pouvoir améliorer finalement sa performance apprenante, si on veut, pour pouvoir réaliser ça. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est mieux se situer et puis cibler ses marges de progression pour pouvoir aller plus loin et puis pouvoir grandir avec sa formation. Alors, deuxième acteur qui me paraissait important de mettre en avant dans ce process ici, c'est le formateur. Donc, quelques éléments sur lesquels il va pouvoir intervenir. Donc, bien évidemment, le suivi au sens large du terme, donc suivre ses progressions ou les progressions de ses apprenants à titre d'individu, au niveau de l'individu, mais aussi au niveau des groupes, de pouvoir, par exemple, tout à l'heure on le verra dans l'IntelliBoard, par exemple, qui repose assez souvent sur Moodle, c'est une notion de cohorte, de groupe apprenant. Donc ça, on va pouvoir identifier des éléments. On va pouvoir également, sur d'autres points, est-ce que je peux... Voilà, pardon. Mesurer également l'implication et l'assiduité. Par exemple, sur une plateforme, vous allez pouvoir voir si les personnes cliquent souvent ou ou se connectent régulièrement ou pas. Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels vous allez pouvoir ensuite jouer pour pouvoir exercer en fait votre rôle de formateur de manière pleine et complète et pas seulement constater finalement que la personne suit ou ne suit pas. Là, vous allez pouvoir regarder comment elle s'implique et la fréquence de ses implications. Et puis également, mesurer les apprentissages collectifs. Là aussi, c'est un élément important parce que vous, en tant que formateur, bien normalement, si vous devez vous assurer que les apprenants ont bien compris ce que vous leur aviez présenté, si vous avez des apprentissages collectifs qui sont mal maîtrisés, on va dire qu'il y a deux solutions, c'est que soit vos apprenants ont mal travaillé, soit vous avez mal présenté les choses. Et dans ce cas, ça peut vous donner une indication sur la manière dont vous pouvez vous remettre aussi en question pour pouvoir mieux cibler, mieux partager, mieux identifier finalement les éléments sur lesquels vous allez pouvoir vous aussi vous améliorer, pas seulement l'apprenant. Donc ça va être des éléments guides pour le métier de formateur. Dans la relation finalement avec votre groupe apprenant, il y a aussi des éléments importants qui sont permis par toutes ces informations, toutes ces données. On parle souvent des populations de décrocheurs. Donc, lorsque vous avez une plateforme de formation, si vous voyez que 90% de la population suit et que 10% ne se connectent jamais ou ne réussissent jamais les tests, ça va vous permettre d'identifier ces individus en difficulté et d'avoir une action proactive en leur direction pour pouvoir mieux les accompagner.
Autre élément sur lequel vous allez pouvoir travailler, ce sont les différents thèmes qu'il serait peut-être bon d'approfondir. Donc l'objectif est quand même de cibler au mieux ces interventions pour pouvoir apporter finalement la bonne dose de formation au bon moment et pour répondre finalement à des problématiques qui sont récurrentes, qui relèvent un petit peu de ce qu'on appelle la visualisation des apprentissages. Voilà, pour le formateur, d'autres éléments. Le fait de pouvoir composer ou d'avoir un certain nombre de données, de data qui sont à disposition, on peut générer des relances automatiques, alors par le biais d'algorithmes, qui vont permettre de motiver ou d'apprendre, d'atteindre ou de stimuler finalement l'apprenant. Je citais les badges tout à l'heure, c'est exactement cela. Les badges en fait sont conçus pour pouvoir, ou reposent en fait sur un certain nombre d'activités qui ont été réalisées par l'apprenant et qui, au terme de ce process en fait, va recevoir une petite image finalement et qui va, mais tout ça c'est géré automatiquement. Alors bien sûr on limite quand est-ce que le badge paramètre finalement ce côté automatique, mais une fois qu'il est paramétré, eh bien il va pouvoir envoyer des informations et jouer comme ça sur l'amélioration de la formation côté apprenant. Donc là aussi on a quelque chose d'intéressant à composer à partir de ces données. Alors on parle également beaucoup aujourd'hui de l'adaptative learning. Alors j'ai entendu parler beaucoup moi récemment de quiz adaptatifs. L'idée en fait c'est de pouvoir adapter les parcours à chacun, puisque chacun d'entre nous apprend d'une manière qui est généralement différente. Donc, c'est d'essayer d'adapter au mieux le parcours. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on y est. L'adaptative learning, sans doute, nécessite encore pas mal de recherche pour pouvoir avoir vraiment des parcours qui soient strictement individualisés pour chacun d'entre nous. Néanmoins, ça permet d'identifier des populations, d'identifier des groupes, et de jouer finalement sur, alors plutôt que des parcours adaptatifs, mais plutôt des parcours à géométrie variable pour pouvoir apporter la juste formation au bon moment. Et puis, bien évidemment, pour le formateur, eh bien, il faut aussi qu'il se projette et qu'il arrive à projeter sa formation dans quelque chose de plus large. Et donc, là aussi, c'est anticiper les futures formations qui pourraient être mises en place, alors qu'elles viennent à l'issue de la formation. Quelquefois, on dit, oui, alors il faudrait qu'est-ce qu'on pourrait faire après? Et en fait, quelquefois, lorsqu'on veut répondre à cette question-là, finalement, c'est qu'est-ce qu'on aurait dû faire avant. Donc là aussi, c'est anticipé parce que la formation ou la future formation, elle peut se positionner à l'issue de la formation actuelle pour approfondir, mais elle peut être aussi en amont de cette formation actuelle pour pouvoir mieux préparer les apprenants à un dispositif que l'on met en place. Et ça, les données que l'on va collecter au niveau des process d'apprentissage vont nous permettre d'avancer dans ce sens-là. Alors, bien évidemment, donc au niveau de ces Learning Analytics, vous avez bien senti ce qui était derrière mon discours, c'est qu'au-delà du formateur, on est typiquement dans l'évolution finalement du métier de formateur vers aussi un métier de tuteur ou d'accompagnateur ou d'accompagnant. Et ça, c'est une grosse tendance sur laquelle on avance. Alors, à la fois dans la formation distancielle, mais également dans la formation présentielle. Donc avec ces process, vous avez aussi en tête, par exemple, tout ce qui relève un petit peu du coaching. Donc toutes ces données, en fait, nous permettent de mieux cibler et mieux adapter notre rôle de formateur. Et puis, point important, et souvent c'est pour cette raison-là que l'on met en place un système de Learning Analytics, ce sont pour les financeurs, puisque en tout cas en France, on a pas mal de financements publics qui sont fournis en fait pour la formation du public ou semi-public. Donc pour les financeurs, il s'agit de pouvoir justifier finalement de la réalisation de la formation. Alors avec des choses variées, vous avez certains financeurs qui vont simplement vous demander est-ce que la personne s'est connectée, et puis vous allez avoir d'autres financeurs qui vont vous demander des choses très détaillées sur le nombre de fois où la personne s'est connectée, le temps total, les pourcentages de réussite à ses quiz, etc., etc. Donc on va avoir des justificatifs qui sont variés selon le financeur, mais tout comme
comme pour l'ensemble des éléments, hein, on est sur quelque chose d'assez administratif. Et puis autre élément, que l'on retrouve dans la dernière réforme de la formation continue, hein, c'est la mesure de l'efficacité des formations qui sont dispensées. Et là, les datas qui sont proposées au sein des plateformes de formation y répondent parfaitement parce que vous allez pouvoir vraiment sortir un petit peu du bilan classique de formation où on s'interroge sur la température dans la salle de cours, le côté sympa du formateur et puis le café, pour vraiment aller sur l'évaluation, l'efficacité de la formation. Est-ce que le process et l'architecture de formation que j'ai mis en place, finalement, a permis d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé, soit en matière de rétention d'informations, en matière de transfert sur le poste de travail, etc. Donc là aussi, on va pouvoir jouer et aller chercher plus loin dans ces points. Voilà, alors j'ai souligné quelques limites, mais peut-être que dans les questions qui viendront ensuite, nous aurons l'occasion d'en discuter. Alors quelques limites que j'ai identifiées dans un premier temps, c'est un peu le côté Big Brother, et notamment on a vu que la dernière réglementation RGPD visait un petit peu à limiter ce côté-là. Bon, pour autant, on sait bien que on n'aime pas trop être surveillé. Alors particulièrement en France, on a toujours peur du jugement. C'est peut-être un peu moins vrai dans les pays anglo-saxons. Mais en tout cas, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger, notamment dans les branches, dans les entreprises. Il va falloir aussi savoir, et avant de mettre en place un système de learning analytics, c'est passer de la collecte à l'exploitation. Parce qu'on a les data, puis on a également ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire comment finalement je vais pouvoir exploiter ces data pour en sortir des informations pertinentes. Si vous avez des tableaux de bord avec plein de chiffres, finalement, si vous ne savez pas pourquoi vous avez des chiffres, ça ne sert pas à grand-chose. Sinon, à faire joli sur une page web, mais sinon, ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut vraiment savoir pourquoi finalement on va collecter ce type de données et surtout quelles données est-ce qu'on va retenir pour essayer d'avoir une action pertinente par la suite. Donc ça va être des points, un point important. Et IntelliBoard, vous allez voir, permet d'avoir en fait des tableaux de bord où les éléments sont soit déjà pensés, soit vont vous permettre en fait de réaliser vos propres tableaux de bord de manière à pouvoir réaliser les informations ou avoir les informations qui vous apporteront satisfaction. Voilà. Et puis, bien sûr, hein, c'est un petit peu le sens aussi de tout ça. Finalement, est-ce que l'important c'est d'avoir des statistiques ou est-ce que l'important c'est pas d'avoir plutôt un outil d'aide à la décision? Et moi, je suis confronté régulièrement lorsqu'on met en place des plateformes LMS. Les clients me demandent oui, mais est-ce que vous avez des statistiques? Je dis oui, des statistiques, mais tant que vous n'avez pas finalement de contenu dans ces statistiques, vous n'êtes pas en mesure en fait de prendre telle ou telle décision. Donc il faut vraiment que les statistiques ne soient pas une fin en soi, mais soient un élément finalement déclencheur de décision, comme je disais tout à l'heure, soit pour relancer une formation, soit pour avoir une action en direction d'un apprenant et pour pouvoir améliorer finalement l'ensemble du processus de formation. Donc voilà un petit peu les éléments, quelques éléments un petit peu sur ces learning analytics que je voulais vous livrer aujourd'hui. Et puis de manière un petit peu à illustrer tout ça, on a demandé à Mariana de bien vouloir participer à cette classe virtuelle de l'atelier du formateur pour vous présenter un outil sur lequel on pourra échanger. Il y en a d'autres qui existent, mais un exemple d'outil qui s'appelle IntelliBoard, et donc un outil qui vient accompagner, qui vient compenser certains manques de plateformes de formation pour justement collecter et présenter l'ensemble de ces possibilités en fait de data et de ce que l'on peut en faire. Voilà. Mariana, alors à moins qu'il y ait des questions, on garde peut-être peut-être le mieux c'est de garder la partie questions pour la fin de session. Mariana, si c'est OK, je te laisse la parole et je te laisse à ta présentation. Ok, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous nous entendez. Ah, je pense que oui, vous nous entendez. Oui, très bien, merci. C'est bon. Je voudrais te remercier aussi pour m'inviter. Est-ce que c'est possible de partager mon écran en utilisant cet outil?
Si ça serait possible, ça serait génial. Oui, tout à fait, oui, tu peux faire un partage d'écran. Alors, désolée, je ne suis pas familier. J'essaie de les trouver. L'option, alors, présentation, screen sharing. OK. Peut-être que screen sharing. Juste un moment, s'il vous plaît. Alors, je vais augmenter un petit peu le volume de ton son. Hop. Pas du tout. Alors, moi aussi, je les monte. Moi, je t'entends bien, Mariana. OK. C'est bon pour toi, Mariana, le partage d'écran? Je l'essaye de faire, mais je pense que je devrais avoir l'application sur mon ordinateur. Et comment Ok. j'utilise la version sur... Alors... Oui, Ah, ça maintenant, y est, c'est bon. Ok. ok, très bien. C'est bon, super. Je vais essayer de suivre les mêmes schémas qu'il a fait. On commence par voir la possibilité qu'on a dans Intelliboard de montrer une dashboard pour l'étudiant. Cette dashboard, elle peut être ajoutée à les menus de l'étudiant dans le LMS. Et là, on a un premier dashboard avec des informations très graphiques. Après, on a aussi juste à côté la liste des cours que cet étudiant il est inscrit et juste à côté, on a la liste d'activités. En vert, on a toutes les activités qu'il a déjà commencées et les activités en rouge qu'il n'a pas fait. Après, dans ces mêmes, et si vous aviez des questions après, on va tout répondre. Mais juste pour continuer, on a le tab des cours. Très important, avec notre outil, vous pouvez avoir le temps passé de l'étudiant. C'est quelque chose que l'ELMS lui-même, ils ne peuvent pas le faire et nous, on les fait. On compte aussi le nombre de visites, le nombre de visites que l'étudiant est allé vers un cours. Pourtant, vous pouvez voir ça. Ça, d'abord, c'est la vision de l'étudiant. Il va avoir aussi la mention sur les cours Computer Science. Alors, l'information qui est en anglais, on a sur les cours Computer Science. Alors, l'information qui est en anglais, c'est justement parce que dès que c'est un outil américain, il a quelle information que c'est en anglais. Mais là, sur la version en français, et ça pourrait s'appeler de la façon que vous voulez, en fait. Vous pouvez appeler le dashboard de l'étudiant, tableau de l'étudiant. Et après, l'étudiant, dès qu'il clique sur voir les détails du cours, il va aller sur les cours, il sort de la dashboard. Niveau, ça, c'est une question dans l'LMS. L'LMS fait une traduction de grade à niveau, mais c'est possible de les faire internellement, de changer à notes, parce qu'en fait, c'est notes. Et l'étudiant, il peut regarder les notes dans les différents cours. Après, on a aussi les badges. Je dis que Jean-François, il a parlé des badges. Ça, c'est un nouvel. Ça, c'était sorti les vendredis. C'était un client à nous en Irlande qui nous a demandé d'avoir aussi une option pour voir les badges de l'étudiant. Et maintenant, on a aussi l'option badge. Et dès qu'on sait qu'un client, il a besoin de quelque chose de plus que maintenant on n'a pas, on va tout à fait essayer de le mettre la meilleure façon à le client dès que possible. C'est comme ça qu'on fonctionne. On essaye de vraiment répondre à tous les besoins des clients. Alors, ça, ce serait la vision de l'étudiant. Et aussi, on a la vision de l'instructeur, c'est le professeur.
il a d'abord aussi un dashboard avec des informations très graphiques. Ce n'est pas très très beau parce que voilà, c'est un site démo. Dès que ça sera les vôtres, et vous pouvez parler après avec Jean-François pour l'essayer pendant 30 jours gratuitement. Et vous pouvez connecter avec votre LMS et avoir toute l'information sur vos étudiants, sur vos professeurs. Les professeurs, ils veulent voir la vision des cours. Il va avoir les cours, il peut qu'il voir ses cours à lui, ok? Il ne peut pas voir les cours des autres professeurs. Il va voir le nombre de visites des étudiants en cours, les temps passés des étudiants en cours, les visites moyennes par étudiant, les temps passés moyennes par étudiant. Après, il peut aller sur la vision de l'apprenant, il va voir les apprenants sur une liste. Il va voir aussi, ça c'est pour faire un suivre. Il y a des écoles que les professeurs, ils font un suivre très proche avec l'étudiant. Il y a des écoles que ça serait un manager. Si ça serait un manager, ça serait tout à fait possible avec IntelliBoard sur les sites que je vais montrer dans 2 minutes. Là, on peut voir le profil des étudiants, on peut voir aussi le temps passé, les visites moyennes, le nombre de visites, les activités terminées et les ressources aussi. OK. S'il a terminé, c'est marqué quand il a terminé. S'il n'a pas terminé, c'est marqué incomplet. Et les rapports et les moniteurs qui le professeur il a accès, ce serait toujours avec l'information des étudiants à cette professeur, ça ne serait jamais avec l'information des autres étudiants, des autres professeurs, ça serait très limité, les scopes, ça se fait tout à fait pour le professeur, ça serait à l'admin de choisir les différents rapports qu'il croit que c'est intéressant pour les professeurs de le voir. Après, je vais vous montrer, on a par exemple, needs grading, je vais vous montrer après. Needs grading, ça c'est en anglais aussi parce que notre site, c'est pas standard, c'est en anglais, mais on peut les changer en français. Je vais vous montrer juste là. Quand on entre sur IntelliBoard, on va avoir cette vision, c'est l'aperçu, l'information très générale. On a des graphiques dynamiques qu'on pourrait regarder les numéros d'utilisateurs, des cours, des modules, après un graphique de chaleur. Par rapport à ces graphiques de chaleur, vous avez en compte les nombres de visites, les temps passés des étudiants. On arrive à quel moment de la journée, quel jour de la semaine, on a plus d'utilisateurs en ligne. Après, juste en bas, on a aussi un graphique annuel avec tous les mois. Et après, les semaines qu'on a eu plus de visites. On a aussi, juste ici, ça fait partie des moniteurs aussi. Vous pouvez monter vos propres moniteurs. Après, c'est très intéressant d'avoir ces moniteurs pour faire des présentations, pour avoir l'information, pas qu'il y ait des tables, des tables, mais des colonnes. On a aussi cette information à partir des images. C'est très intéressant. Ici, on peut chercher un étudiant, par exemple, American, et on va aller sur une page dédiée juste à cet étudiant. On va avoir l'information sur les temps passés de l'étudiant en ligne, on a tous les temps passés, on a les notes moyennes, on a les notes de chaque activité. Et voilà, on peut appeler cet étudiant, on peut envoyer un email. Ça, c'est une vision des étudiants. Après, avec l'application, on a aussi le moniteur. Vous pouvez créer vos propres moniteurs et vous pouvez regarder les moniteurs qu'on a déjà. On a des moniteurs d'inscription sur un cours. On a un graphique de nouveaux cours. Après, on peut essayer aussi de les voir en tout le temps et pas que dans une... Mais bon, c'est des mots, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on a aussi les cours les plus visités. Ça, c'est très intéressant. Et les cours actifs sont les cours que les étudiants, ils entrent. On peut changer ici si ça serait tout le temps, aujourd'hui, hier, les 7 derniers jours. Après, avec un moniteur, on peut le partager, on peut télécharger, on peut le programmer pour les recevoir une fois par semaine, une fois par mois. On peut envoyer à une personne qui dédiée à faire ce travail d'analyse aussi. Et après ça, on a les rapports. On a les rapports de l'apprenant, on a les rapports des cours,
on a les rapports d'activité, on a aussi des rapports sur l'instructeur et les rapports supplémentaires. Moi, j'ai choisi quelques rapports qu'on a ici. Je ne voudrais pas prendre beaucoup, trop du temps. Pourtant, je choisis par rapport que j'ai écouté des Jean-François qui parlaient. Je suis venue ici pour chercher des rapports. On a ici les rapports analyse d'accès au cours des apprenants. Ça, c'est un rapport très intéressant parce qu'on peut voir le jour de la semaine qui les étudiants ils entrent, ils sont en ligne et on va voir les nombres de visites qu'on a eu l'après-midi, les dimanches, les lundis, le mardi, après les jeudis, vendredis, samedi, ça serait mercredi, ça c'est pas marqué, c'est marqué. Et c'est très, l'information montrée très graphiquement. Après, on a un rapport, par exemple, des utilisateurs inactifs. Et là, c'est à vous de dire qu'est-ce qui vous classifie comme inactif. Ça peut être 7 jours. Et ben voilà, on n'a personne qui était inactif 7 jours. Très bien, sûrement des mots. Normalement, ça peut être à l'écart, mais bon, on a ici. Ah, parce que c'est le mentor. Après, vous allez chez. Moi, je voudrais que ce serait les apprenants. Là, je vais avoir plus d'informations. Je vais avoir les informations, les apprenants qui n'étaient pas en ligne pendant 3 jours. Ils n'étaient pas en ligne pendant 3 jours, tout le temps. Après, je voudrais savoir, ils n'étaient pas en ligne pendant 3 jours, les 7 derniers jours, j'avais personne. Si j'ai choisi les 30 derniers jours, j'ai personne. Pardon, c'est très bien. Hein. Là, je trouve un étudiant qui était, bah, si j'ai mis un jour, après, ça va pas être. Ah non, il a qu'une personne, Natov. Elle n'était pas là, c'est Natalia. Elle n'était pas là pendant un jour. Très intéressant, ça aussi. Après, on peut imaginer un scénario. On a vu que cet étudiant, il était inactif. Je peux faire une analyse de cet étudiant par rapport aux autres étudiants. Je vais les comparer avec la moyenne de la classe. Là, on peut les comparer au niveau d'interaction. Et ça, ce sera les messages au forum. On peut les comparer accès au cours, l'apprenant et la moyenne de la classe. On peut les comparer les réponses aux quiz, aux tâches effectuées. On a la moyenne de la classe, on a l'apprenant, on a les scores, c'est la note, l'apprenant et on a la moyenne. Et time spent, ça serait les temps passés. On a l'apprenant et on a la moyenne aussi. Et un peu plus d'informations graphiques, c'est aussi très intéressant. Là, on a identifié d'abord l'étudiant qui était inactif. Après, on va les comparer avec la moyenne de la classe et on va aller voir si cette inactivité cause un impact sur sa note, par exemple. Mais là, on a eu une bonne note. Pourtant, ce ne serait pas le cas. J'imagine que dans une réalité, parce que ça, c'est un site démo, quand vous aurez dû avoir votre essai gratuit pour l'essayer, connecté, ça serait différent. J'imagine qu'un étudiant qui n'est pas là, qu'il n'interact pas, qu'il n'accède pas les cours, aura forcément une note plus bas que la moyenne de la classe. Je voudrais savoir tous les notes de mes étudiants. Voilà, je peux venir ici. Là, ça serait la note qu'on a en système américain, mais dès que vous avez dans votre système, ce sera votre note. On peut tout à fait avoir toute l'information, elle est transmise de le LMS jusqu'à ici. Et là, on peut aussi voir le nombre de visites de l'étudiant, les temps passés. Ça c'est aussi tout le temps. Avec les filtres, on peut choisir un cours, on peut choisir un cohort, on peut choisir aussi si ça serait les 7 derniers jours, par exemple. Mais j'ai pas d'étudiants qui étaient là les 7 derniers jours. Après, le 30 derniers jours. Et avec ce rapport, je peux aussi télécharger. Je peux aussi retirer d'informations. Ça peut être pas intéressant pour quelqu'un que je vais envoyer, par exemple, les mails. Là, je viens ici sur modifier les rapports et je supprime cette colonne et ça sera que les prénoms, les noms des familles et nom du cours. Et voilà, je peux aussi sélectionner un cours spécifique, en catégorie spécifique et comme ça, je peux avoir l'information. Avec ces rapports spécifiquement, il est très intéressant parce que dès que j'ai fait
Dès que je vais les programmer, je vais sélectionner les cours. Là, je sélectionne tous les cours. Je peux sélectionner les notes. Là, ça serait les notes les plus bas. Aux États-Unis, ça serait D, D, F. Ça serait pas bien d'avoir ces notes. Et là, je peux identifier les étudiants qui ont eu de mauvaises notes. Et là, je vais recevoir les étudiants qui ont, je peux choisir tout, je peux choisir terminé ou non terminé, je vais choisir all. Et je vais recevoir en Excel et une fois par semaine, je vais choisir le jour de la semaine, ce sera les vendredis, peut-être, je pense que c'est mieux les vendredis. À 9 heures du matin, je vais avoir une liste de tous les étudiants qu'ils ont pendant, je peux choisir ici les 7 derniers jours, ils ont complété ces cours et ils ont eu de mauvaises notes. Et là, je peux contacter ces étudiants, je peux prendre rendez-vous, parler avec les étudiants, savoir ce qu'il se passe quelque chose, peut-être avoir une autre opportunité. Oh, peut-être que l'étudiant, il va dire, bah voilà, moi j'ai étudié, j'ai fait mon activité, mais c'était tellement difficile que je ne pouvais pas les faire. Et là, on peut faire une analyse, par exemple, du quiz. On a un quiz, on peut voir, on va, imaginons qu'on va choisir ce quiz que l'étudiant, il dit, bah voilà, les quiz étaient tellement difficiles que je ne pouvais pas les répondre. On va choisir les quiz, on a les quiz et on va voir, ah, c'est vrai que la première question, on a eu 10 personnes qui ont pris la bonne réponse, mais on a quand même 7 personnes qui n'ont pas pris. On va voir si dans les 7 personnes, il était là, cet étudiant qui n'était pas bien. Et là, on va dire, c'est vrai que peut-être dans cette question-là, on a presque moitié-moitié que moitié ont pris la bonne réponse, moitié bon. Et là, par exemple, cette question, la question 3, peut-être que le problème, c'est la question. Est-ce qu'on a eu 7 personnes qui ont eu la bonne réponse? Il y en a 10 personnes qui ont eu la mauvaise réponse. Peut-être c'est la question qui est mal élaborée. Jean-François a aussi parlé de ça. Ça arrive un moment qu'on peut aussi réviser les activités que j'ai mis sur mon LMS. Peut-être ce n'est pas l'étudiant, peut-être c'est mon activité. C'est à voir, non? On peut voir tout ça avec un tallyboard. Et on a aussi les notes des quiz détaillées par prénom. Je peux aussi chercher la prénom ici. Et dès que je les trouve, je peux voir aussi comment est-ce sa performance, comment est-ce qu'il a fait, il a corrigé, il a pris la mauvaise réponse. Et voilà. Une autre chose aussi que je voudrais montrer, ça serait les statuts des activités. Pour voir toutes les activités que les étudiants ils ont fait. Ça, c'est un rapport très complet. Moi, j'ai fait des ventes au Brésil et c'est vrai que les Brésiliens, ça, c'est les rapports qu'ils aiment de plus parce qu'on peut voir toutes les activités, dès les activités que les étudiants ils n'ont même pas touchées à les activités qu'ils ont complétées, qu'ils ont fait, les notes et tout ça. Et dès qu'on voit toutes les activités que les étudiants, ils ont passé du temps, mais ils n'ont pas fini, on peut aussi avoir des bonnes conclusions, on peut aussi contacter les étudiants et on peut voir le progrès des étudiants. Par exemple, ici, ils ont vu les activités. Par exemple, ces étudiants, c'est Thomas, il a vu l'activité. Il a participé, il a fait 60% d'activité, 66, pardon. Et les progrès du cours, il n'a pas fini. Et maintenant, il a une note de 13. Mais c'est vrai qu'il n'a pas fini. Pourtant, ça peut-être que ça va améliorer ou non. Là, c'est très intéressant aussi comme rapport. Et il avait encore les rapports de progression dans l'activité par détail du cours. On a les noms de l'étudiant. Et ça, ce sont des petits exemples que je vous montre parce qu'on a quand même une liste énorme des rapports avec plusieurs informations que je suis sûre que ce sera très intéressant pour vous d'avoir.
Et voilà, on a aussi plus d'informations sur les cours. C'est très intéressant. Dès que vous avez des questions que vous voudrez demander, est-ce qu'il a un rapport qui va me dire ça, ça, ça et ça? Vous pouvez toujours me parler avec moi et moi, je vais chercher, peut-être que j'ai déjà laissé, mais je vais chercher quels seraient les rapports les plus intéressants pour vous. À part les rapports, je sais que j'ai déjà parlé beaucoup, mais on a aussi les centres de notification. Et on a ça c'est très intéressant, ce sont les notifications des événements conditionnels. Je vais essayer de mettre un peu plus de zoom parce que comme ça on ne peut pas voir très bien, mais on a une liste de différentes situations. Ça peut arriver, la note de l'apprenant inférieure à ça sera la moyenne de la classe. L'apprenant a dépensé moins de temps sur un cours, l'instructeur a dépensé moins de temps sur un cours. Et réponse à la notification du forum, ça peut être envoyé, par exemple, l'instructeur, il y a un forum, c'est très important, et l'instructeur, dès qu'il y a une réponse, ça serait envoyé, ce sont des notifications d'événements conditionnels. Dès qu'il y a une réponse, il va recevoir une information sur cette réponse. Ben voilà, on a plus de fonctionnalités. On a aussi construit avec Max. Je ne sais pas si j'ai le temps pour les montrer ou si on peut passer aux questions. Tu me diras, Jean-François. Ouais, merci Mariana, parce qu'effectivement, on est tenu un petit peu dans le temps sur ce format-là. Donc, ce que je propose, c'est effectivement, c'est peut-être qu'on passe à la partie questions. Alors, Adeline, effectivement, hein, sur l'idée d'auto-évaluation à la fois de l'apprenant et du formateur, on retrouve ces éléments-là. Voilà, peut-être poser des questions peut-être dans le chat. On a perdu Jean-François, on n'a plus le micro. Donc il y a eu une déconnexion peut-être en remettant le diaporama. Jean-François, oui, on ne t'entend plus. Donc on va vous laisser la parole. Voilà, ça a l'air d'être bon à nouveau. Vous laissez la parole dans le chat hein, si vous avez des réflexions, des remarques suite à la présentation de Mariana, mais également celle précédente de Jean-François. Donc pour rebondir sur ce que disait Adeline, l'analyse réflexive hein, de toutes ces données d'apprentissage pour le formateur, l'apprenant, c'est vrai que ça va être un des aspects, mais on a vu que ça pouvait aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et comme le faisait remarquer aussi François Régis, on est dans des analyses très, très fines des données. Et donc, ça va susciter aussi un besoin de formation de la part des personnes qui utilisent l'outil. Donc, peut-être une question pour toi, Mariana. Combien de temps il faut pour bien connaître cet outil? Avec quelle formation? Ok. On a deux types de formations. On a la formation que je l'ai fait moi-même avec la personne et je les présente une séance des 60 minutes au administrateur. Et après, on a une autre séance si nécessaire à l'équipe qui va l'utiliser, des professeurs. Et ça sera aussi 60 minutes. Après, on a un autre service qui c'est VIP, en disant, que c'est les clients, ils veulent avoir plus de formation, ils peuvent les faire aussi. D'accord, Voilà. avec 60 minutes. Pour notre part, au niveau de... Oui. Oui, pardon, Isabelle. Moi, généralement, nous, on va être sur des formats d'une journée pour faire le tour avec différents scénarios, en fait. C'est ça, je pense qu'avec 60 minutes, on peut utiliser 20%, 10%, 20% de l'outil. Et après, il va falloir aller sur des temps de formation un peu plus longs pour bien savoir ce que l'on veut aussi obtenir comme données, quelles sont les fonctionnalités qui nous permettent d'avoir ces données-là, et puis pour pouvoir faire les extractions nécessaires.
Mais c'est vrai que si après les clients il y a des questions, elle peut toujours venir sur nous et faire des questions et poser des questions. Et on est là. On a un service support très très efficace. D'accord. Moi, ce qui me paraissait très intéressant aussi dans l'outil là que j'ai découvert, et c'est l'automatisation de l'envoi d'informations à certaines personnes que l'on va choisir, que ce C'est vrai. soit des tuteurs spécifiques ou le formateur lui-même, se renvoyer l'information d'une manière peut-être hebdomadaire, par exemple. Ça, je trouve que ça peut être très très intéressant pour travailler en équipe, pour avoir une collaboration au niveau de l'équipe pédagogique et pour pouvoir travailler sur, pour dynamiser en fait l'effet de groupe également. Mhm. Si, Je ne si. sais pas si tu as des retours, si c'est beaucoup utilisé cette fonctionnalité-là. Ah, bien sûr, bien sûr. Les clients qu'il a toutes programmées, ils n'entrent même pas parce qu'ils restent tous sur son email. D'accord. François-Régis nous repose la question sur la maîtrise de l'outil. Est-ce que ça ne demande pas trop de temps ensuite pour l'utiliser? Je pense que l'outil, il a tellement de fonctionnalités qu'on aura toujours de petites questions. Et voilà, je pense que ça arrive à tout le monde parce que on a tellement de rapports, on a tellement de fonctionnalités. Mais vous n'inquiétez pas parce que nous, on est là et on est là pour répondre des questions, pour donner des formations et tout, training et tout ça. Oui, je pense qu'avec un tel outil, il faut aller Ça, petit à petit mhm. se donner des phases de collecte de données, se dire qu'à ce moment, pour un certain moment, on a besoin de telle information et qu'on va utiliser les fonctionnalités de l'outil pour obtenir ces informations et puis en avançant petit à petit, aller sur d'autres projets de collecte de données. Alors, Mhm. Je suis assez d'accord, Isabelle. ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est la différence en fait entre les statistiques et puis un vrai outil d'aide à la décision en fait. Et très souvent, vraiment, nous on a des clients qui disent est-ce qu'il y a des statistiques, mais en fait, ils savent pas vraiment à quoi ça va leur servir. Euh, donc il faut vraiment se donner des objectifs, puis y aller progressivement parce qu'effectivement après les statistiques, on en découvre d'autres qui peuvent s'avérer être utiles. Mais c'est d'abord qu'est-ce que je veux faire avec ces outils-là, comment est-ce qu'ils peuvent améliorer comment est-ce qu'ils peuvent m'aider à améliorer la formation, et après on va construire des tableaux qui vont bien. Parce que sinon on peut s'y perdre, voilà, on peut s'y perdre et finalement ça perd du sens aussi. Ouais. Une autre question, Mariana, au sujet de la traduction en français de cet outil-là. Est-ce qu'il y a une version Oui, c'est complète vrai. bientôt prévue? Mhm. Au complète, on va les faire, c'est vrai, non, Jean-François? Les trucs, c'est que on ajoute toujours d'informations et comme ça, on doit faire une traduction constante d'anglais au français. Parce que vous voyez, on a ajouté de nouvelles, par exemple, les badges. Et là, on doit faire la traduction. C'était ajouté le vendredi. Et là, on doit les faire tout le temps. C'est constant. Tout le temps, on doit faire des traductions. D'accord, merci. Remarque aussi Béatrice sur le temps que va prendre le formateur pour travailler sur ces données. Est-ce que ça va être, ou même pour l'apprenant, est-ce que ça va faire partie de son plan de formation? C'est vrai que ces nouveaux outils interrogent aussi à ce niveau-là. Et est-ce que cela pourra faire partie ou devra faire partie d'un plan de formation? Une remarque très pertinente. Jean-François, peut-être une réponse Ok. Alors c'est un outil développé effectivement pour Moodle, mais il fonctionne également avec d'autres LMS. Alors j'ai pas la liste en tête, Mariana. Je sais qu'il y a Tetara, il y a Blackboard. Euh,
D2L et non, c'est ça. Totara, Blackboard, D2L et Canvas aussi. Avec Alma, oui, c'est ça. C'est celui qui me manquait. Ok, donc un outil assez facile à installer à partir du moment où on a ces plateformes compatibles. Ceci. Les intégrations au Moodle, c'est vrai que c'est à mon avis, parce qu'on a aussi les dashboards instructeurs et les dashboards apprenants dans les messes. Je dirais la plus complète. D'accord. Ok. Très bien. Moi qui ai une dernière question. Sinon, bah, je crois qu'on a fait. Voilà. Alors, on a tenu le timing, Isabelle, pour voilà, cette nouvelle. C'était la 8e classe virtuelle de l'atelier du formateur. Donc voilà, il y en aura d'autres. Il y en a d'autres qui sont programmés. Donc pour ceux qui découvrent en fait notre format, bah, bienvenue. On espère vous compter parmi nos abonnés prochainement. Et puis pour les autres, eh bien n'hésitez pas à revenir. On mettra bien sûr les supports comme on le fait d'habitude pour la version en mode replay, de manière à ce que vous ayez tous les éléments et puis pouvoir peut-être voilà revoir certains points. Voilà, donc pour les replays, vous abonnez à partir du site l'atelier du formateur. Et donc vous avez accès non pas seulement à ce replay-là, mais au replay des autres classes virtuelles avec les documents qui sont associés et, pardon, et aux prochaines classes virtuelles. Donc la prochaine classe virtuelle, ce sera une classe virtuelle dont la thématique sera choisie par les internautes. On va mettre un vote et donc on va vous soumettre différents thèmes et on verra ensuite sur le thème qui aura été choisi et qui aura remporté le plus de suffrages. Alors des petits soucis de son, j'espère que ça ira mieux la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie tous. Merci beaucoup Mariana aussi d'avoir participé à cette classe virtuelle. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup et à très Merci bientôt. à tous et bonne semaine. Oui, merci à vous. Excuse pour mon français. Mais... Pas de problème, merci beaucoup pour la... On a bien compris, Mariana, c'était très bien. Merci, à la prochaine. Merci, à bientôt. Au revoir.